Bienvenue. Aujourd'hui, on va ensemble déconstruire un peu la réalité. Alors, le but, ce n'est pas de la détruire, pas du tout. C'est plutôt de comprendre les outils avec lesquels nos sens la façonnent et surtout d'essayer d'entrevoir ce que ces mêmes outils nous cachent. C'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce que le monde existe indépendamment de nous? Ou est-ce que ce qu'on appelle le réel n'est finalement qu'une projection de notre propre esprit? On va donc démonter ensemble les mécanismes de notre perception, voir là où la raison atteint ses propres limites, et puis explorer d'autres chemins vers la connaissance, là où le langage et la logique, ils échouent. Bon, alors allons-y, le point de départ est assez simple, mais en même temps radical. On ne perçoit jamais, au grand jamais, le réel directement. On en fabrique une version. Le gouffre entre notre perception et la réalité physique, il est immense. Cette table-là, qui nous semble si pleine, si solide, est en fait au niveau subatomique presque entièrement vide. Notre cerveau ne fait que traduire des signaux pour nous donner une sensation de solidité, tout ça pour qu'on puisse interagir avec le monde, c'est fou. En fait, nos sens ne sont pas des fenêtres ouvertes sur le monde, ce sont des filtres, et des filtres très sélectifs. Ils ne nous montrent qu'une toute petite partie de la réalité. Alors, qui perçoit le monde correctement? L'abeille? Le serpent? Nous? La question n'a aucun sens. Chacun construit sa propre réalité, une réalité qui lui est utile. La réalité qu'on partage tous, ce n'est donc pas une vérité objective, mais plutôt une sorte d'accord tacite. On est tous d'accord pour dire que le ciel est bleu et que les tables sont solides, simplement parce que c'est fonctionnel. C'est un modèle qui marche, mais ce n'est pas la réalité elle-même. Cette citation de Nietzsche, elle résume parfaitement cette première partie. Si notre réalité est une construction, une interprétation, alors que se passe-t-il quand les outils qu'on utilise pour interpréter sont eux-mêmes limités? Parce que oui, si tout est interprétation, qu'en est-il de nos outils pour interpréter? Même nos instruments les plus précieux pour chercher la vérité, je pense à la raison, au langage, à la science, sont des constructions humaines. Et donc, ils portent en eux les germes de nos propres limites. C'est une idée qui donne le vertige, non? On est à l'intérieur d'un système et on essaye de comprendre ce système avec les outils qui en font partie. C'est un peu comme essayer de voir ses propres yeux sans miroir. La quête d'une vérité absolue, extérieure, est peut-être, au fond, une impasse. Et cette impasse, elle atteint son sommet avec le fantasme très moderne du tout virtuel. La promesse d'une vie éternelle en tant que pur esprit dans le cloud, où nos consciences seraient libérées du corps. Sauf que c'est un paradoxe sans solution. Le point crucial, il est là. En se débarrassant du corps, de la douleur, du plaisir, de l'action, on ne devient pas un dieu, on devient une abstraction. On cesse tout simplement d'être. La seule vérité qui semble à tenir la route, c'est celle de l'expérience vécue, incarnée. Alors, si la raison et le langage nous enferment dans une version limitée du réel, comment peut-on accéder à ce qui les dépasse? C'est là que des approches beaucoup plus anciennes et souvent méprisées entrent en jeu. Il faut oublier l'image un peu cliché de la magie ou des superstitions. Le chamanisme, si on le regarde sous cet angle, c'est une méthode pratique. C'est un ensemble de techniques pour mettre notre esprit analytique en veilleuse et écouter d'autres couches de notre conscience. La méthode chamanique, en fait, elle nous invite à changer complètement de paradigme. Il ne s'agit plus de comprendre avec sa tête, mais de ressentir avec tout son être. Il s'agit d'accepter que certaines connaissances ne peuvent pas être mises en mots, mais qu'elles doivent être vécues. Mais alors, comment on ouvre cette porte de manière accessible à tous? Eh bien, la réponse, c'est peut-être l'outil le plus universel et le plus ancien que l'humanité ait jamais créé, la musique. La musique est si puissante parce qu'elle court-circuite notre besoin de tout analyser. Elle ne demande pas à être comprise, elle agit physiquement, elle modifie notre état de conscience, notre rythme cardiaque, nos émotions, tout ça sans passer par le filtre de la raison. C'est une invitation à repenser notre rapport à l'inconfort. Une musique qui met mal à l'aise, qui nous dérange, elle touche souvent une partie de nous qui est refoulée ou ignorée. Du coup, l'inconfort n'est plus un signal pour fuir, mais plutôt un guide vers l'exploration intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on passe de la théorie à la pratique? Cette dernière partie, justement, elle rassemble un peu tous les fils pour nous proposer une voie concrète. Le choix semble assez clair. D'un côté, il y a la fuite dans une abstraction, une impasse existentielle. De l'autre, il y a l'acceptation de notre condition d'être incarné, avec toutes ses limites bien sûr, mais aussi toute sa richesse. La vraie résistance, ce n'est pas de s'échapper du monde, mais d'y être pleinement. Le chemin se dessine donc en 3 étapes. D'abord, cultiver le doute sur ses propres certitudes. Ensuite, explorer, utiliser des clés comme la musique pour ouvrir des portes intérieures. Et enfin, et c'est le plus important, agir, vivre le monde, habiter son corps. Au final, le but, ce n'est pas de trouver une nouvelle théorie abstraite sur la vraie réalité.
Le but, c'est de vivre plus intensément la seule réalité à laquelle on a vraiment accès, la sienne. Le goût d'un fruit, la douleur d'une chute, l'émotion d'une musique. La vérité, c'est peut-être juste ça. C'est donc la question finale. Pas pour trouver des réponses toutes faites, mais pour commencer un voyage. Une exploration non pas du monde extérieur, mais de la manière dont on le crée, à chaque instant.